aujourd'hui, avec du recul, je pense que le président Chirac avait raison quand il disait que la démocratie était un luxe pour nos pays africains. Non, Oui. Il n'a pas raison. Non, je vous dis, c'est ma position aujourd'hui. Ça vous fait mal. Non, ça ne peut pas vous faire mal. Il faut... Henriette Ekoué, vous qui avez connu, on va dire, l'avènement, qui avez vécu l'avènement de la démocratie, le retour au multipartisme dans les années 82, vous qui êtes une figure de lutte nationaliste au Cameroun, lorsque on regarde la trajectoire politique de notre pays, mettons le curseur à 1992, il y a une élection présidentielle en 1992, le deuxième officiel à cette élection, c'est Ni John Frundi. Il est placé ensuite en résidence surveillée à Bamenda pendant plusieurs semaines. En 2018, il y a une autre élection présidentielle au Cameroun. Le deuxième officiel est Maurice Kamto. Il a arrêté en janvier 2019, jeté en prison où il passe 9 mois. En 2025, on a une élection présidentielle au Cameroun. Le deuxième officiel, Issa Tiro Bakari, est en exil aujourd'hui. Commentez le texte. Duval, vous avez tout dit. C'est-à-dire que le président Biya a instauré, soi-disant, la démocratie à son corps défendant. Ce n'était pas du tout un démocrate. Et il a suivi un peu ce que son parrain politique, c'est-à-dire lui, Paul Ojoula, lui avait enseigné, c'est-à-dire réprimer les libertés. Et c'est ce qu'il fait. On n'est plus à l'ordonnance du 12 mars 1962, lorsqu'il y a eu cette ordonnance contre la subversion, et qui indiquait que celui qui tient des propos contre le gouvernement, et on peut l'arrêter ici, le déporter à Djoliré ou je ne sais où, jusqu'à la fin, c'était comment on dit ça, des prisons administratives, des détentions administratives, mais qui portaient tous les germes de la Gestapo que Edmond Kamgia vient de rappeler. Le président n'a pas fait exprès de faire la démocratie. La preuve, on vient d'enterrer Yondo Black, le fameux procès Yondo, alors qu'il avait fait des marches pour dire qu'on veut la démocratie, mais elle ne doit pas être précipitée. Bon, elle a donc été précipitée et on a vu. Le président de la République a été conscient dès 1992 qu'il perdait toutes les élections. Tout simplement parce qu'il venait de passer 10 ans au pouvoir et qu'il n'avait rien fait pour le pays. Au contraire, on a amené les plans d'ajustement structurel. Et c'est ce qui fait le succès de l'opposition en 90-92. Le tissu social était complètement dévasté. Les étudiants n'avaient plus de bourse, rien du tout. On a décidé que... et puis les journalistes économiques, je ne les citerai pas pour ne pas les stigmatiser, mais ils disaient tout le temps, ouais, l'État n'est pas là pour l'os d'or, etc. On ne va plus rien faire pour les citoyens, parce qu'on a la dette. Bon. Il arrive en 92, il est battu le 1er mars à l'élection législative, et Frundi l'a battu. S'il ne l'avait pas battu, pourquoi l'a-t-il mis en résidence surveillée pendant 1 mois et demi, où on ne pouvait pas accéder à Frundi? Il y avait un cordon de gendarmes autour de sa maison. On a placé la ville de Bamenda en état d'urgence. Des camions de militaires sont descendus à Bamenda. Ils n'ont rien fait, les gens de Bamenda, sauf que c'était la résidence de Frundi. Maintenant, en 2018, même scénario, on prend des hommes politiques, on les amène au tribunal militaire. Ils n'ont pas tenu d'armes. Et j'ai dit à la télé une fois que si on est allé en prison et même devant le tribunal militaire parce qu'on a voulu faire la démocratie, comment se fait-il que des années après, on mette un leader politique et tous ses camarades au tribunal militaire? Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que Biya n'a jamais voulu faire la démocratie. Et chaque fois que la démocratie s'exprime contre lui, tout de suite, il déploie la terreur d'État. C'est-à-dire, les militaires sortent des casernes, les policiers, les juges sont là pour donner raison, et on se met à dire, non, c'est la loi
Mais pourquoi vous C'est quelle loi? Mais pourquoi vous attribuez ça au président Biya? Parce Lui, que dans ses discours, il montre très bien sa ferme volonté de faire respecter la démocratie, de faire respecter les libertés et les droits de l'homme. Est-ce qu'il ne faudrait pas attribuer ça aux ailes, n'est-ce pas, de ses collaborateurs qui très souvent, n'est-ce pas, le font à l'insu du chef de l'État, du président de la République? Le président est responsable. On disait ça d'Aïdjo, oui, c'est l'entourage. L'entourage n'a rien fait. Si le président était un homme politique véritable, et j'ai rappelé ça une fois, quand le matin, en mars 2000, quand le patron de l'ONEL, qui était un général, a indiqué à Abdou Diouf qu'il avait perdu l'élection, il a dit merci, je prends acte. Et tout de suite, il a informé ses collaborateurs et sa famille, et il a appelé Wade pour le féliciter. C'est ça un homme d'État. Et il a dit à Wade, je fixe la passation de service tel jour à telle heure et une limousine présidentielle viendra vous chercher. C'est ça un homme d'État. Tu ne commences pas à chercher les poux dans la tête des gens. Et qu'on a vu sur Internet que le décalage entre le vote de Chirouma et celui du président de la République était énorme. Énorme. Donc, bon, et pour s'en sortir, c'est pas Internet qui a les résultats de l'élection présidentielle. Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Attends. Pourquoi cette télécam-là, qui doit tamiser tout, et ce conseil constitutionnel, qui doit encore tamiser, pour proclamer les résultats 2 semaines après, vous pensez que c'est la loi? C'est pour ça que je dis souvent que ces hommes politiques qui se targuent de bien connaître le droit de ceci, on ne commente pas les lois d'un dictateur. Non, on les fracasse, au contraire. Maître Joseph-Claude Biliga, finalement, comment on fait pour faire l'opposition au Cameroun? Comment être opposant au Cameroun sans risquer d'être emprisonné, d'être arrêté, d'être tué? Est-ce qu'il est possible, en contexte de démocratie, de continuer à faire véritablement l'opposition sans courir de nombreux risques? Moi, je poserai la question d'une autre manière. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de violence politique au Cameroun? C'est la question. Oui. La question pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué 1992, 2018, 2025, sans évoquer 2011, 2097, 2014, 2004 et 2021. 2011, où il y a les élections. Pourquoi en cette période-là, il n'y a pas eu de problème? Les leaders étaient pratiquement les mêmes pourtant. Non, voilà. Pourquoi c'est seulement en 1992, en 2018 et en 2025 qu'il y a problème? Et là, il faut questionner l'atmosphère politique, les messages, les actes des acteurs politiques qui ont conduit à ça. Et là, je dis par exemple, lorsque celui qui a en 2025 focalise l'attention aujourd'hui, disait ce qu'il disait en 2018. Il justifiait tout ce qui s'est passé en 2018 pour en 2025 les condamner. C'est ça la réalité. Il faut donc, lorsqu'il faut faire une analyse, faites pas une analyse d'un côté en disant l'opposition. Et je vais vous dire une chose, je suis en train d'écrire un livre, je vous l'ai dit tout à l'heure, et dans ce livre, je scrute un peu tout, la violence politique au Cameroun. Et je raconte une histoire vécue le jour où le RDPC était à Douala. Je me suis rendu compte que la quasi-totalité des femmes qui arrivaient étaient en tenue civile. C'est devant le palais, c'est-à-dire la maison de parti, qu'elles s'habillaient en tenue du RDPC. Oui. Nous sommes en pleine campagne électorale, où tout le monde a le droit de pouvoir exprimer ses opinions. Mais où les membres d'un parti politique, qui là n'est pas un parti politique d'opposition, un parti au pouvoir, sont attaqués, je dis bien attaqués, on déchirait leurs habits. Les Belgiquineurs refusaient de les transporter. Il y a eu des gens on a cassé les voitures des gens du RDPC. Des gens qui avaient par exemple des montres, on les a arrachés. Même la dernière présidentielle. Même la dernière présidentielle. Non, je parle de la dernière présidentielle, je parle de la dernière présidentielle. Donc moi je dis, lorsque nous voulons aider notre pays à partir d'un pays entre guillemets de la sauvagerie vers un pays où il y a ce que j'appelle la civilité, la civilisation, condamnons tous ces actes-là. Parce que vous savez, est-ce que vous avez tout à l'heure, cette violence-là aux hommes politiques de l'opposition? Mais oui, mais disait l'Internet, disait les réseaux sociaux, disait les messages, même sur vos plateaux, il y a des gens qui vont dire le grand soir. On va pas de grand soir ici, on vous dit qu'on va voir. On y a eu des gens qui ont dit, mais vous allez fuir. On a dit aux camarades de RDPC qui sont communicants, au lendemain des résultats, si vous plaît, vous avez perdu, vous allez fuir le pays. C'est cette violence-là. Elle ne finira pas parce que RDPC sera parti. Si vous permettez que des gens continuent à l'entretenir. Il faudrait bien qu'autant on condamne, moi je ne suis jamais d'accord qu'on fasse de la violence, je ne nie pas un seul instant
le témoignage de mon confrère Fabien Kegne, même comme je sais que parfois il met un peu du piment et du sel, etc. Mais on a vu quand même les vidéos de Longuet. Ici, on ne peut pas nier que la violence n'existe pas. Ça, c'est-à-dire la torture. Et on peut pas le nier. Moi, je suis avocat, j'ai été formé à Strasbourg en droit de l'homme, comme défenseur des droits de l'homme. Donc je ne peux pas ne pas le dire. Mais seulement, je dis, évitons de faire ce qu'on appelle l'indignation sélective. Parce que lorsque je suis, par exemple, votre consultant, il passe son temps à dire c'est mauvais, le gouvernement a fait si. Une fois, je l'ai entendu dire que les autres aussi ont fait quelque chose de mauvais, ce qui n'est pas bon. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Et je continue. Tout à l'heure, peut-être que je voulais dire également que le changement n'est pas forcément signe d'amélioration ou de progrès. Il ne faut pas se tromper. Celui qu'on appelle Adolf Hitler, dont on a parlé tout à l'heure, a été élu. Il est passé par des élections. Il avait condamné le système qui était en place. Il était devenu comme un messie. Tout le monde voyait comme messie. Et quand il est arrivé, c'est pas ce qu'il a donné comme... C'est pas ce messie qu'on a vu tout à l'heure, on est en train de le condamner. Lorsque vous regardez où nous arrivons au niveau de Cambodge, on avait parlé de Pol Pot. C'est exactement la même chose. Des gens qui viennent comme des anges, qui une fois, aujourd'hui on parle de bon diable, qui une fois au pouvoir, vous montrent des choses que à vous faire regretter ce qui était là hier et que vous condamniez, que vous considérez comme étant des diables en personne. Donc je pense qu'il faut être relatif, il faut relativiser. Je dis que le RDPC n'est pas constitué des anges. On a toujours dit. Mais vous donnez l'impression que l'opposition n'est constituée que des anges. Et je vous donne donc des exemples des gars de l'opposition qui ont interdit aux gars de RDPC de leur faire la campagne. Imaginez-vous que c'est les gars de RDPC qui ont empêché le gars de MRC, je ne sais pas quoi, de FMCC de faire campagne. Vous aurez créé une émission dessus. Moi, j'ai vu déchirer des affiches du président Pobia. J'ai vu casser des poteaux où il y avait la publicité pour le président Pobia. C'était pas le gars de l'FC qui le faisait, c'est le gars de l'opposition. Donc cette opposition, elle est également violente. Robert Mouté Ambassa, il y a quand même peut-être sans prendre, on va dire ça comme à la défense du professeur Tim Chouin, on sait quand même qu'il y a ces pratiques-là où des gens arrivent encagoulés. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui c'est, ils vous interpellent et puis vous disparaissez. On a quand même eu des cas comme ça. Le cas le plus patent aujourd'hui, c'est celui qui est devant le tribunal militaire, le cas de Martinez Zogo, où des gens l'ont arrêté, on l'a torturé, il a disparu. Aujourd'hui, il est décédé et il y a un procès pour essayer de déterminer la vérité dans cette affaire. Il y a également des gens qui peuvent être arrêtés à tout moment par des gens sans titre et qui disparaissent pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, au point où certains hommes politiques ont dû penser qu'on est pratiquement arrivé à la situation du Haïti des tontons Macoute. Merci Duval. Mais avant de répondre à cette question, je voulais quand même dire un mot sur ce que les collègues panélistes ont eu à dire là. Vous savez, j'ai ma manière à moi de faire dans la politique parce que j'ai eu la chance, je dis bien la chance, d'être né dans une famille où mon papa avait 6 épouses, 42 enfants. Je suis le 16e sur les 42. La politique commence à la maison. 24 sur 24 au quotidien. Ce qui se passe au niveau national, là, nous on l'avait au niveau de la famille au quotidien. Les enfants qui sortent de grandes familles peuvent vous le confirmer. Et l'évolution de ce que j'ai vu dans mon pays jusqu'à présent, et mon expérience familiale, après mon papa était sous-préfet, mais c'était un homme politique aussi. Donc vous comprenez que aujourd'hui, avec du recul, je pense que le président Chirac avait raison quand il disait que la démocratie était un luxe pour nos pays africains. Non, oui. Il n'a pas raison. Non, je vous dis, c'est ma position aujourd'hui. Ça vous fait mal. Non, ça ne peut pas vous faire mal. Il faut accepter parfois qu'on ne soit pas d'accord. Donc je dis ça pourquoi? Parce que nos us et coutumes sont basés sur la chefferie traditionnelle. Ok? Regardez dans notre pays, partout il y a des chefferies traditionnelles qui sont fortes. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, dans le calme. Et tout le monde respecte. Donc la démocratie telle qu'elle elle est faite à l'occidental, avec nos mentalités qui sont différentes, il y a un écart qui pose problème. Et s'il fallait créer un nouveau système, moi je serais partant pour une monarchie démocratique. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui soutiennent que la démocratie est d'origine africaine? J'ai déjà écouté ça aussi, c'est vrai. Mais seulement aujourd'hui, nous avons des problèmes de subsistance qui font que, par exemple, quand on partage en Europe aux États-Unis, les gens, presque tous ont un certain minimum. Ici, là, même manger un repas par jour n'arrive pas. On a des problèmes de subsistance au quotidien. Donc, comment vous allez parler de démocratie à quelqu'un qui a faim? On partage la nourriture. Non, mais je suis en train de... On partage la viande. Donc, je voulais dire que la démocratie est un luxe. Ça ne veut pas dire que je suis contre la démocratie, non. Moi, j'ai eu cette chance de sortir du pays.
et j'ai même beaucoup de familles à l'extérieur, le système, je me suis adapté facilement au système démocratique. Et c'est la raison pour laquelle même au sein du RDPC, il y a des positions qui font mal, qui choquent ceux qui sont encore dans le système traditionnel camerounais. C'est pour justifier les arrestations, les disparitions forcées, la répression des libertés. J'ai dit que je vais d'abord donner cette position par rapport à un certain nombre de choses. Donc ça fait que vous avez parlé par exemple comment on appelle ça, les deuxièmes de chaque élection qui sont systématiquement embassés. Voilà. Donc moi je pense que il y a un réflexe naturel qui vient du fait que nous sommes un pays délicat, il ne faut pas l'oublier. Nous avons 250 tribus. Et le tribalisme est notre problème le plus important. Tout le monde le sait. On en parle tous les jours dans les plateaux. Et je crois qu'il y en a qui ont encore ce réflexe. C'est l'État qui a instauré ça. Peut-être c'est l'État, je ne sais pas, je ne peux pas le justifier. Mais il y en a qui ont encore des réflexes et qui ont des dérapages qui sont observés. Et parce qu'il y a ces risques de chuter un peu dans les problèmes de tribalisme et autres, et qui vont amener les gens. Regardez même le fonctionnement de nos partis. Regardez même les partis, soyons honnêtes. Les partis sont colorés par rapport aux leaders de chaque parti. Il ne faut pas chercher, à part quelques rares partis, comme le NDPC, comme le MRC, je ne sais pas quel autre parti, qui sont des partis qui ont quand même des Camerounais qui viennent de partout. Et l'UPC, par exemple, l'UPC même est le major. C'est le parti qui avait presque les gens partout dans ce pays. Okay? Mais il y a beaucoup d'autres. Allez voir, ce sont des partis qui se regroupent autour de l'aire géographique de son leader. Donc, ça c'est le deuxième point. Les groupes WhatsApp, j'en parle. Ceux qui ne savent pas doivent comprendre qu'au Cameroun, tous les groupes WhatsApp sont infiltrés. Je dis bien, tous les groupes WhatsApp sont infiltrés pour le renseignement prévisionnel. Parce que le Cameroun, dans son fonctionnement, a besoin d'un renseignement fort pour protéger le Cameroun des Camerounais. Mais malheureusement, on peut avoir des dérapages dans l'utilisation des éléments, des notes qui viennent des différents forats. Donc pour dire que... Donc on peut faire une intervention dans un groupe WhatsApp et sur la base de l'intervention là, on vous arrête. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on vous torture. Non, on vous arrête, pas torture. On vous arrête parce que, regardez même, il y a même, on en parle souvent, les administrateurs principaux de chaque groupe WhatsApp sont chargés de la police, de ce groupe WhatsApp. Si des gens s'expriment ou font des choses pas claires, l'administrateur peut être interpellé. Et c'est pour ça qu'il faut être ferme en tant qu'administrateur dans le groupe quand les gens commencent à dériver sur des sujets qui peuvent poser problème. Donc, et puis, qui sont ceux qui infiltrent? C'est la question que j'attendais. Qui sont ceux qui infiltrent les groupes? C'est simple. Le Sénat. Avant même le Sénat, notez que tous ceux qui ont été policiers, gendarmes, militaires, autres, qui sont en retraite depuis 100 ans, font dans le renseignement. Ok? Ils continuent de renseigner le pays. Il n'y a pas de retraite en renseignement. Maintenant, vous avez d'autres gens qui se donnent la possibilité de faire ce même travail et informent les autorités. Donc ça fait que, par rapport à tout ça, vous avez eu le Cameroun qui a... Les gens sont surpris qu'à partir des postes, moi, dans le forum même des élites de chez moi, il y a des postes que je fais, que les gens calquent, ils envoient la DGRE, ils envoient la présidence en faisant des rapports contre moi. Parce que quelque part, ils ont d'autres objectifs, ils veulent induire soit la DGRE, soit l'État contre moi parce que je suis quelqu'un qui est libre d'esprit, qui parle librement et ça pose problème. Et je suis bien conscient, mais je sais que chaque fois que je dois faire un poste, je réfléchis très bien à l'orientation que je vais donner au poste parce que je sais que ça peut se retourner contre moi. Je reviens sur la question. Comment fait l'opposition au Cameroun? Le professeur Tudier, je n'ai pas fini là-bas. Parce que ce que le professeur a fait là n'est pas bien. C'est vrai qu'il a été menacé. C'est vrai qu'il y a des choses. Mais ce maître, comme le professeur, le maître Biliga a dit, se cacher et on le cherche partout, il ne dit rien. Après, il sort, il dit que bon, je vous remercie de m'avoir cherché. Moi, je l'aurais interpellé pour l'entendre quand même. Tu ne dois pas faire ça, pouf. Ce n'est pas normal.